d'accord avec lui? 14. Levez le doigt ceux qui ont tout juste. Bravo. Levez le doigt ceux qui ont maintenant une faute. 2 fautes. Tatiana, 2 fautes? Oh, plus que 2, regarde bien. 3 fautes. C'est un peu trop là. Hein. Il faut encore vraiment retravailler les nombres là. Hein. Bon, alors, tournez la page. Contrairement à nos voisins européens, la France est globalement partisane du travail à faire à la maison. La plupart des parents réclament et estiment que l'apprentissage scolaire de leurs enfants passe obligatoirement par la phase des devoirs. Nous allons essayer de comprendre à quoi servent les devoirs, comment aider les enfants et les parents dans cette tâche, ou encore, que faudrait-il modifier dans le système éducatif pour améliorer le quotidien des enfants face à cette question. Pour l'enseignement primaire, il n'y a aucune ambiguïté. Ça fait à peu près un siècle, et je dis un siècle, que les devoirs écrits à la maison sont soit déconseillés, soit carrément proscrits. Cette interdiction a été rappelée régulièrement à peu près tous les 10 ans, et encore récemment dans les textes de 2002. Il y a en revanche la possibilité de donner aux élèves quelques leçons à apprendre à la maison. C'est pas forcément facile d'apprendre une leçon, hein. On pourra y revenir éventuellement tout à l'heure. Pour le collège, en revanche, les professeurs sont autorisés à donner du travail à la maison, aussi bien des leçons que des devoirs, mais, dit-on, en donnant également le cadre dans lequel ces leçons et ces devoirs doivent être faits, c'est-à-dire en indiquant l'horaire hebdomadaire et les conseils suffisants pour que ces leçons et ces devoirs se fassent dans les meilleures conditions possibles. La vie de tout étudiant sur le plan de l'activité intellectuelle, donc sur le plan de l'apprentissage, des acquisitions, se déroule en 2 temps. Il y a le temps où l'étudiant reçoit un enseignement dans un lieu organisé pour ça, qu'on appelle une école, qu'on appelle un centre de formation, qu'on appelle une université, peu importe. Et il y a un deuxième temps de la vie intellectuelle de l'étudiant qu'on appelle le temps du travail personnel. Et c'est de ça dont on parle. C'est le temps du travail personnel de l'écolier de 6 ans jusqu'à vers 15 ans à la sortie du collège. Donc ce temps-là est très important. La question qui se pose, est-ce que ça doit être fait à la maison ou est-ce que ça doit être fait ailleurs? Moi, je suis plutôt enclin à dire il faut créer une sorte de nouveau service public de l'accompagnement scolaire, comme on a créé au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, un grand service public de l'enseignement. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut créer. Alors, créer un service public qui associerait les gens de l'école, parce qu'ils sont quand même les premiers concernés, hein. C'est eux qui donnent le travail du soir, les enseignants. C'est eux qui sont chargés de fabriquer de la réussite scolaire chez le plus grand nombre. Donc ça les concerne au premier chef. Ça devrait concerner toutes les associations, tout le réseau associatif qui intervient dans le cadre périscolaire, dans l'éducation des enfants, qui organise des actions d'accompagnement scolaire. Ça intéresse évidemment les familles, individuellement mais aussi collectivement, les associations de parents d'élèves, les associations familiales. Et puis ça intéresse aussi les collectivités publiques, hein, depuis l'État jusqu'aux municipalités. Je sors de l'école, je goûte, je prends 10 minutes avant de faire des devoirs, je me mets à m'amuser avec ma petite sœur, puis après je monte faire mes devoirs. J'ai le temps de me reposer. Une fois. Alors là, tu avais quoi comme exercice ce soir? J'avais 2 problèmes qui étaient assez difficiles, mais j'y suis arrivée. Et puis comme notre remplaçante, parce que j'avais une maîtresse, puis j'ai une remplaçante, elle nous a donné des problèmes à faire, et puis elle avait une poésie. Ma vraie maîtresse, celle que j'ai d'habitude, elle nous avait donné une poésie, et comme elle n'était pas là, c'est elle qui les fait réciter, elle ne m'a pas interrogée. Donc je ne l'ai pas fait, je dois la réviser. Si j'étais poisson, maman, je ferais un grand plongeon, tout au fond de l'océan, et je choisirais une perle pour orner ton médaillon.
Si j'étais fusée, maman, j'irais pendant ton sommeil dire bonjour au soleil et je lui demanderais de briller à ton réveil. À la maison, elles savent que le travail va être contrôlé. Il va être vérifié, le cartable va être ouvert, le cahier de texte va être signé de façon systématique. On l'a instauré, donc c'est aussi, ne serait-ce que pour l'instituteur ou le professeur, une façon de voir qu'on a ouvert, qu'on a vu ce qui avait été demandé. Alors il y a d'autres façons de biaiser. Hein. Je connais des enfants qui n'écrivent pas toujours le travail qui est à faire. Comme ça, ils en ont pas pour le lendemain. Mais bon, ça arrive une fois, quand on s'en aperçoit, on hausse un peu le ton. Non, ça s'arrête à là. Là, il y a point, et là, c'est ma réponse. Ah, c'est la réponse. Moi, j'avais pas compris. Et là, t'as pas sauté de ligne. Et là, t'as mis un petit 1, mais là, tu mets pas un petit 2. Ah, j'ai oublié. Ouais. Une cave coopérative. Je pense que dans le rythme scolaire, je parlais pour le primaire, c'est assez bien réparti entre activité physique, activité créatrice, maths, français, matière fondamentale. Ce que je regrette, c'est la répartition des devoirs sur la semaine, qui ne nous permet pas justement de plus étaler en fonction des activités. Mais c'est sûr que pour les plus grands, c'est un vrai problème. Si elles ont une journée de 8 heures, que c'est le soir où justement il y a activité, c'est compliqué. C'est très compliqué et du coup, nous, on a fait le choix de supprimer l'activité parce que ce soit de la musique ou du sport, elles en vivront pas forcément plus tard. En tous les cas, c'est pas dans ces voies-là qu'elles s'orientent. Donc, on a fait le choix de privilégier les devoirs. Mais c'est certainement très difficile de se remettre le soir. Et comme on a une maison, on n'a pas non plus forcément, nous, la coupure. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui rentrent, qui vont s'aérer un moment au parc et puis ensuite qui se remettent à leurs devoirs. Nous, on a opté pour quelque chose de complètement différent qui est, on rentre à 4h30, elles goûtent, voire parfois même en chemin, et elles se mettent tout de suite au devoir. Et quand c'est fait, elles sont débarrassées. Et du coup, si elles n'ont pas d'activité, elles peuvent aller s'ébattre dehors ou regarder la télé. Bon, ça, j'y tiens pas trop, mais bon, si on n'est pas là, elles vont le faire. Et sinon, aller aux activités, quoi. Puisque de toute façon, leur temps est occupé après. J'aime autant qu'elles se concentrent tout de suite. Et elles sont encore dans une dynamique de réflexion qui a été la dynamique de l'école. Je vais faire 92. Une fois. Et 82 enfants. Je me suis déjà grondée avec mes parents pour les divisions parce que la maîtresse, elle ne l'avait pas appris comme à eux. Donc elle me faisait « mais non, fais comme ça, mais non, fais comme ça ». Je lui ai montré ma leçon et elle a dit « moi, j'ai pas appris comme ça » et elle m'a expliqué. Donc je lui ai appris à ma manière et elle m'a appris un peu sa manière. J'ai rien compris. Une cave coopérative, vinicole, mais... bouteille 250 litres par heure. Chaque bouteille contient 1 litre. Donc 250. Je le divise par 6. À mon avis, il y a une chose très simple à dire du côté des enseignants, ce qui n'est pas toujours fait, c'est que, en général, les techniques d'aide aux enfants, que ce soit en lecture ou que ce soit en mathématiques, elles peuvent être diverses. Je dirais même diverses et variées, c'est pas un problème. Si un enfant reçoit, je prends l'exemple de la lecture, si le maître à l'école met plutôt l'accent sur la découverte d'un texte, la compréhension d'un texte, et si à la maison les parents mettent plus l'accent sur ce qu'on appelle le déchiffrage, be et aba, etc., pour moi c'est pas un problème en soi. C'est pas un problème en soi. Si le maître le dit clairement aux enfants, si le maître le dit clairement aux parents, qu'il accepte très bien la diversité des techniques. L'important, c'est que ça tire dans le même sens. L'important, c'est qu'on accepte l'intervention de l'autre sans dire que l'autre est un incompétent, un incapable, etc. Donc tu as fait comment? Moi, j'ai fait 92 divisé par 8. Oui. Donc ça m'a donné le résultat de 11. Oui. Et 0,4 en reste. D'accord. Ce qui est important, c'est qu'elles acquièrent des méthodes de travail, enfin, à mon sens. Pas forcément que le devoir, tel qu'il est donné, c'est pas toujours des trucs très importants. Apprendre une récitation, c'est pas fondamental, sauf que ça fait travailler la mémoire. Bon, faire un devoir de maths, c'est pas fondamental, sauf que ça permet de voir si la technique opératoire qui est mise en œuvre est comprise, quoi. Donc c'est plutôt ça qui est... Alors leur faire comprendre... je pense que maintenant, ça va, c'est acquis. C'est dans la méthode. Elles ne savent pas forcément faire une recherche. Elles ne savent pas forcément non plus jongler sur la quantité de devoirs qui est donnée. Et elles vont en avoir beaucoup donné en une fois pour les plus grandes. Elles vont mal étaler leur travail. Et du coup, elles vont se retrouver avec un week-end surchargé parce qu'elles n'auront pas pris d'avance, parce que...
Voilà, c'est plutôt ça qui est difficile. D'accord, mais tu vois, tu aurais posé tes multiplications, mais on aurait compris ton raisonnement. Là, on a une réponse, on ne sait pas si tu n'as pas copié sur le voisin, quoi. Mais non, si je viens de le faire. Oui, à moi, tu viens de le faire, on est bien d'accord. Mais ça aurait été mieux que tu l'écrives, je pense. Je vais le faire. T'as quoi d'autre à faire, à mon avis? On a beaucoup réfléchi depuis, on va dire, la fin du 19e siècle sur l'école et ce qui se faisait dans l'école. Il faut probablement continuer cette réflexion-là, bien sûr, mais on est simplement à l'aube d'une réflexion, j'allais dire, nationale, je dis bien nationale, sur ce qui se passe autour de l'école, à côté de l'école, autour du travail scolaire du soir. En tant que l'association PEP, donc de parents d'élèves, on n'est pas, ce ne sont pas les enseignants qui nous interpellent, ce sont les parents. Puisqu'on est une association de parents, on a des adhérents qui sont des parents. Donc en général, c'est plutôt les parents qui viennent nous voir et rarement les enseignants, mais on a bien sûr des contacts avec les enseignants. Quand il y a des difficultés, moi, je privilégie toujours le dialogue entre la famille, l'école et l'enfant. Je veux dire, il faut que les trois parties forment, voilà, c'est pas le cercle, mais c'est le triangle qu'on va essayer d'arrondir, en tout cas, hein, développer le dialogue et la communication pour faire en sorte que ça se passe au mieux. Je pense que les devoirs, pour qu'ils soient vraiment bien compris par tout le monde, il faut qu'au début d'année, les enseignants, et c'est ce qui se passe généralement, expliquent bien aux enfants et aux parents comment eux, avec leur propre pédagogie, comprennent les devoirs. L'idéal, c'est bien sûr que ce soit la continuité d'un travail fait en classe. Hein. Les devoirs, c'est pas une leçon qu'on demande aux enfants de développer, de faire eux-mêmes. Hein. C'est par rapport à ce qu'ils ont appris en classe. Qu'attend l'enseignant ? Est-ce que ce sont des leçons ? Est-ce que ce sont des devoirs ? Comment doit travailler l'enfant ? Quel temps à peu près ? Alors ça, c'est difficile parce que ça dépend de chaque enfant. Mais on peut être attentif aussi au temps des devoirs à la maison. Si un parent voit que les devoirs débordent largement par rapport à ce qui a été prévu par l'enseignant en début d'année, là, il doit y avoir un petit déclic pour les parents et pour aller voir l'enseignant. Donc les devoirs, c'est pas la partie à la maison complètement dissociée de la partie à l'école. Au contraire, c'est le lien entre la maison, la famille, les parents et l'école. Les devoirs à la maison sont, je crois, la deuxième source de conflit dans les familles, après la télévision et juste avant la belle famille. C'est une source de difficulté, de conflit. Je crois que ça tient au fait que les parents sont sans doute parmi les moins bien placés pour faire travailler leurs enfants. Si on a inventé l'école, c'est pas pour rien. C'est parce que les parents sont trop investis affectivement, que les parents ont trop de volonté personnelle que leur enfant réussisse et que cela, c'est contre-productif. On le voit bien, des parents qui sont là à côté de leurs enfants, qui commencent à s'intéresser, ils ne comprennent pas qu'ils comprennent pas, ils se mettent à s'énerver, ils se mettent à crier, et puis c'est pas la bonne méthode, mais tu vois bien que tu ne réussiras jamais dans la vie, et puis c'est une cocotte minute qui finit par exploser et qui est extrêmement négative sur le plan de l'éducation. Et puis ensuite, le conseil peut-être le plus important, ce serait d'éviter les décisions de jour de l'an. Vous savez, quand on reçoit le mauvais livret scolaire et qu'on dit « Attention, attention, à partir d'aujourd'hui, je te jure que je vais te faire réviser ton anglais tous les soirs et que tous les week-ends, tu feras 4 heures de maths avec moi. » Parce que là, le gamin, il sait très bien ce qui va se passer. Il ferme les écoutilles en disant « Cause toujours, tu m'intéresses, tu tiendras une semaine et encore une semaine, ça sera bien. » Il vaut mieux être minimaliste et obstiné, c'est-à-dire dire un quart d'heure par jour et le tenir dans la durée, plutôt que de temps en temps piquer sa crise, comme ils disent les enfants, et puis faire des grandes déclarations que nous ne tiendrons pas et qui nous décrédibiliseront aux yeux de nos propres enfants. Alors, je dirais aux parents, gardons raison, travaillons au quotidien de manière honnête, honorable, évitons les à-coups. Évitons les à-coups et soyons des accompagnateurs de nos enfants, des éveilleurs d'intelligence, plutôt que des professeurs du soir.
le temps d'apprentissage périscolaire. En gros, ça se situe sur la tranche horaire du soir de 5 à 7, entre 17h et 19h après la journée d'école. C'est un temps à la fois très important, c'est l'un des éléments de la maîtrise des savoirs scolaires et de la réussite à l'école, mais c'est aussi une source de disparité, d'inégalité très importante entre enfants. Il y a des enfants qui ont des aides à la maison, qui ont des conditions matérielles pour faire ce travail-là, qui ont des aides, des ressources techniques, un dictionnaire, des livres, etc. Des ressources humaines. Ils peuvent demander un coup de main, une aide, une information d'un grand. Ça peut être un grand frère, ça peut être un adulte, alors que d'autres enfants n'ont absolument pas toutes ces conditions-là. Chaque jour, quand il venait de l'école, tout de suite, il fait ses devoirs. Par contre, moi, je peux aider que sur le maths. Moi, je ne sais pas très bien le français. C'est pour ça que le français, il fait tout seul. S'il a des difficultés, on demande les voisines. L'année dernière, je pourrais aider encore un peu sur le français, mais cette année, c'est très dur pour moi. Je ne peux plus aider. Et ça vous embête, ça, de ne pas pouvoir l'aider ? Bien sûr, ça m'embête. Et j'aimerais bien aider. C'est plus dur de faire les devoirs quand t'es tout seul. Pourquoi ? S'il y a quelque chose que tu comprends pas, tu peux demander à un adulte et puis s'il y a personne, tu peux pas. En ce qui concerne les familles populaires, je vais donner un exemple. Nous avons travaillé au niveau du cours préparatoire dans un quartier qui était réputé très défavorisé, qui était appelé un quartier ghetto, dans une école qui accueillait 90% d'enfants issus de l'immigration. Ça se passait dans le département de la Seine-Saint-Denis, mais on aurait peut-être pu trouver d'autres lieux semblables ailleurs. Et contrairement à ce que pensaient les maîtres, au cours préparatoire, il y avait les 3/4 des parents qui intervenaient pour aider leur enfant dans les apprentissages scolaires, et notamment en lecture-écriture. Je ne dis pas que leur intervention était forcément formidable, etc., mais les 3/4 des parents essayaient d'aider. Donc, ce qui montre, qu'il y a une forte demande, une forte attente dans la majorité des familles populaires, et 2, qu'il y a des ressources aussi qui existent. Il y a déjà des ressources. Il faut simplement peut-être les renforcer, les organiser, les soutenir, etc. C'est important parce que ça veut dire les enfants, s'ils ont un peu de devoirs, ils répètent à la maison, ils font ses devoirs, mais s'ils n'ont rien, ils ne font rien du tout. Ils rentrent à la maison, tout de suite, ils laissent leur cartable et puis ils jouent. Et un petit peu, il faut répéter à la maison aussi. Oui, bien sûr, c'est important. Dans la semaine, les mardis et les vendredis, je les fais à l'étude, à l'école, et puis jeudi, je les fais à coup de pouce, et puis le lundi, je les fais à la maison. S'il travaille bien, il va avoir un bon métier, voilà. Il va gagner bien sa vie. Il va être bien pour le futur. Le rôle de l'école dans l'insertion sociale et professionnelle est de plus en plus grand. Que ça nous plaise ou pas, c'est malheureusement comme ça aujourd'hui. Donc il y a ça qui intervient. Deuxièmement, les parents sont de plus en plus demandeurs, et les deux phénomènes sont liés, sont de plus en plus demandeurs de réussite scolaire. Ils sont de plus en plus dans l'attente que leur enfant réussisse à l'école, au moins au sens de la réussite de base, se débrouiller à peu près bien à l'école élémentaire, se débrouiller à peu près bien au collège. Il y a une forte demande de plus en plus forte, ce qui explique une demande très forte d'accompagnement scolaire après l'école venant des familles populaires. Ouais, vas-y, pourquoi pas toi? Ça peut être un champ cultivé. C'est-à-dire qu'on enlève toutes les mauvaises herbes parce qu'elle n'est pas cultivée. Alors quand une terre n'est pas cultivée, qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi pousse. Ah bah oui. Hein? Alors défricher. Au départ, moi, je croyais qu'il n'y avait que les parents qui faisaient la demande, parce qu'on a répondu à une demande. C'est-à-dire, on n'a pas fait une offre, on n'a pas dit « nous sommes là, nous nous mettons à la disposition des gens qui veulent de l'accompagnement scolaire ». On a répondu, on l'a mis en place pour répondre à une demande.
Et puis, quand on interroge les enfants, on voit que certains aussi demandent à venir. Voilà, donc c'est une demande mixte. Alors, moi, j'aime bien l'appeler accompagnement au travail personnel. Je vous en ai déjà parlé. Parce que dans toute démarche d'apprentissage, il est certain que la part de travail personnel est incontournable. Et que plus on défend tôt, à mon avis, cette position, mieux on s'installe dans cet état d'esprit. Moi, je pense que c'est très utile. Non, inverse parce qu'il y a... On dit sur des défrichés. Ce que tu cherches, c'est quoi? Défrichement. Non. Défriché. Les relations entre l'élève et le bénévole sont différentes. Nous ne sommes pas des parents. Nous sommes là pour les aider uniquement et pas pour les faire obéir. Ils viennent de leur plein gré. Il faut leur donner l'envie du travail, l'envie de découvrir, d'approfondir. C'est ça le b.a.-ba de ce qu'on fait ici. Et le bois, il provient de quoi? Des forêts. Plus précisément. Dans les forêts, il y a quoi? Des arbres. J'aime pas le mot devoir, j'aime le mot exercice ou j'aime le mot travail personnel. Parce que devoir, ça fait référence à quelqu'un qui vous impose quelque chose. Or, en fait, les exercices sont des exercices d'appropriation des connaissances. Le mot devoir, c'est le mot qui traîne partout et qui veut tout dire et rien dire. Mais pour moi, dans tout processus d'apprentissage, il y a cette part-là d'investissement personnel. Et je crois qu'il est bien que les parents trouvent des relais vraiment. Et c'est le rôle aussi que l'on veut jouer, c'est-à-dire on veut renforcer vraiment l'autorité parentale et le projet parental et le projet de l'enfant aussi, parce que l'enfant, il a aussi quand même le projet de réussir ses apprentissages. Une piste importante, c'est une certaine formation des parents d'élèves. Former les parents à être des parents d'élèves à peu près efficaces, à peu près compétents, avoir les bonnes informations, savoir qu'il y a des méthodes d'aide qui sont plus efficaces que d'autres. Donc ça, c'est une première piste. Il y a une deuxième piste qui se développe en France, c'est que dans l'accompagnement scolaire, organiser les structures d'accompagnement scolaire organisées, faire participer de plus en plus les parents à cette affaire-là. Non pas créer une structure, par exemple dans le cadre d'une association ou peu importe, ou dans le cadre d'un dispositif municipal par exemple, ne pas se contenter de créer une structure collective pour faire le travail du soir avec les enfants, et parce que le risque ça serait de mettre encore plus sur la touche les parents et de peut-être aussi contribuer à renforcer l'idée que certains enfants ont, que leurs parents sont complètement incompétents pour s'occuper de l'école. Bon, voilà. Je pense que c'est très important que les structures d'accompagnement scolaire intègrent les parents. Rencontrent les parents, informent les parents, montrent aux parents ce qui se passe le soir dans ces lieux d'accompagnement scolaire. Je crois qu'il faudrait que l'école, comme je le dis souvent, soit à elle-même son propre recours. C'est-à-dire que quand un élève est en difficulté, il puisse se tourner dans l'école et non pas à l'extérieur vers quelqu'un qui l'aide à surmonter cette difficulté. Nous avons fait une enquête cette année avec des stagiaires de cette IUFM dans laquelle nous avons vu qu'il y avait à peu près un tiers des élèves de seconde qui faisaient relire leur dissertation de français par leurs parents. Alors, qu'est-ce qu'ils font les parents ? Bien évidemment, ce ne sont pas des spécialistes du français, mais ils vont dire, là il y a une faute d'orthographe, là c'est mal exprimé, là tu devrais le refaire, là je ne comprends pas bien. Ils vont aider les élèves. Mais il n'y a qu'un tiers qui font ça. Et le problème, c'est les deux autres tiers. Vers qui ils vont se tourner ? Y a-t-il quelqu'un dans l'école à qui ils puissent dire « Aidez-moi, pointez-moi dans ma dissertation ce qui ne va pas pour que je puisse l'améliorer ». Le problème n'est pas tellement qu'on donne des devoirs. Le problème, c'est qu'on laisse l'élève seul face à ses devoirs. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'interlocuteur en dehors de ses parents ou des cours particuliers privés quand il rencontre une difficulté pour faire ses devoirs. Je crois qu'on doit donner des devoirs, il faut donner des devoirs, c'est quelque chose qui, dans la mesure où c'est relativement compatible avec un emploi du temps normal, ça développe l'autonomie. Mais on ne peut pas envoyer des gens avec quelque chose qu'ils ne savent pas faire,
à l'extérieur de l'école sans leur donner la possibilité d'avoir quelqu'un qui, au coude à coude avec eux, leur apporte l'aide dont ils ont besoin. Parce que cela, c'est profondément inégalitaire et cela, c'est profondément contraire aux principes de l'école de la République. Maman, Evelyne Gomer, si j'avais des ailes, maman, rapides comme une hirondelle, par-dessus les toits des maisons, sans demander la permission, vite j'irais t'embrasser pendant la récréation. Si j'étais souris, maman, je me cacherais sous la table ou dans les poches de papa, qui m'emporterait en voyage et tu ne le saurais pas. Si j'étais fourmi, maman, comme active ouvrière, j'enlèverais la poussière et je travaillerais tant que tu n'en reviendrais pas. Si j'étais abeille, maman, je bétonnerais les bruyères, je remplirais tes étagères d'un délicieux miel parfumé pour ton petit déjeuner. Si j'étais poisson, maman, je ferais un grand plongeon